Donc, on est de retour au podcast sur le banc. On revient dans le passé comme on a pris l'habitude de faire depuis quelques saisons. Donc, on a décidé de recréer cette semaine le repêchage de 2013 de la Ligue nationale de hockey, qui était quand même, on va se le dire, un très bon repêchage. Il y avait quand même pas mal de choix, pas nécessairement juste des grandes vedettes, mais des très bons joueurs qui ont encore un apport dans leur équipe aujourd'hui. Donc, on va revenir sur les 5 premiers choix. On va vous montrer les choix originaux. Donc, Nathan MacKinnon au premier choix par l'Avalanche, Alexander Barkov au deuxième rang, Jonathan Drouin du Canadien de Montréal, donc qui avait été repêché troisième par le Lightning de Tampa Bay, Seth Jones qui avait été repêché par les Prédateurs et qui avait été ensuite échangé contre Ryan Johansson aux Blue Jackets et qui est maintenant avec les Blackhawks de Chicago, et Elias Lindholm qui fait le beau temps, si on veut, avec les Flames de Calgary. Donc, on va y aller comme on a pris l'habitude de le faire dernièrement, donc avec le choix numéro 5 pour commencer. On va y aller graduellement en montant. Donc, je te dirais, oui, Julien? Je veux dire que Nashville a échangé consécutivement leurs 3 premiers défenseurs. En effet. Pas de les 3 fois. Il reste à tout de moins Roman Josi, comme on l'a mentionné tantôt. Donc, ce côté-là est plus positif. Mais comme tu as parlé, Julien, je vais te laisser commencer avec ton choix numéro 5, en fait. Mon choix numéro 5? Ton choix numéro 5. Ouais. Peux-tu me le montrer? Ouais, merci. Non, mais ouais, c'est ça. Bon, j'ai mis Bo Horvat. Capitaine, go leadership, spécialiste en avantage numérique, spécialiste en désavantage numérique, excellent des mises en jeu, physique. Manque un peu de patin, mais pour le reste, il y a tout. Il est encore jeune. Donc, il a pu faire que tu sois capitaine aussi. Donc, il amène des intangibles. Toutes les équipes le voudraient, sans aucun doute. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis 5e. C'est intéressant, vous avez vu, on a chacun un choix différent pour le 5e rang. Pierre-Carl, de ton côté, tu es allé avec Elias Lindholm. Oui, j'ai hésité beaucoup avec notamment Bo Horvat ou même Sean Monahan, mais cette année, ça va vraiment pas bien. Même peut-être un gardien de but, mais finalement, ouais, j'ai gardé Lindholm au 5e rang. Je trouve que ça va très bien pour lui depuis quelques années. Il est sur une de ses meilleures saisons en carrière. Là. Il y a une saison qui a fait 78 points. Il est présentement à 68, donc une excellente saison. Puis, son changement d'équipe lui a vraiment été bénéfique pour lui. C'est sûr que, pour un choix top 5, de faire comme 40-45 points par saison, c'est pas mauvais, mais tu ça attend peut-être un peu plus d'un joueur top 5. Puis c'était ça qu'il faisait avec la Caroline. Là, de changer d'équipe, ça l'a vraiment aidé. C'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 5 parce qu'il est vraiment bien revenu. Puis là, il a fait 27 buts, 29 buts. Puis là, cette année, si je ne me trompe pas, il est rendu à 34 buts. Donc, je crois qu'il a vraiment pris son envol avec les Flames de Calgary. Puis c'est pour ça que je le mets dans mon top 5. Ton côté, Luc, en fait, est allé avec un choix peut-être un peu surprenant pour plusieurs avec Josh Mariucci. Donc, explique peut-être un peu ta logique dans ton choix. Moi, je vais vous le dire tout simplement parce que je savais que ça allait être soit Bo Horvat, Theodore ou Lindholm 5e. Fait que j'ai dit, faut là pour sortir, pour pas copier quelqu'un. J'ai dit, je vais sortir de la masse un peu et je suis très sérieux en disant ça. Et je suis allé avec un défenseur qui a été coup de cœur en 2015 à la Coupe Memorial. J'ai adoré l'avoir joué avec les Rockets de Kelowna. C'est Josh Morrissey. Pourquoi? Parce que c'est pas nécessairement le genre de défenseur qui est très offensif, mais par contre, 2 points qui vont peut-être l'aider. Physique, défensif, vraiment une bonne présence. Et surtout, il faut le mentionner, contrairement aux autres 5e rangs, il n'a jamais été bien entouré d'un bon défenseur dans sa compagnie. A toujours été la remorque de sa formation en défensive. Donc, pour moi, Josh Morrissey, je considère qu'il n'a nécessairement pas eu le meilleur environnement pour se développer, pour prendre la maturité, pour arriver vers son âge de 25, 26, 27, 28 ans. Donc, c'est pour la raison pour laquelle je crois que c'est un défenseur qui est légèrement sous-estimé et en plus, il joue à Winnipeg. Quoi de mieux que pour être sous-estimé que de jouer à Winnipeg? Donc, Josh Morrissey, à mon avis, mérite amplement d'être dans le top 5. Moi, de mon côté, vous l'avez vu, en fait, j'ai pris chez Theodore. En fait, c'est peut-être développé un peu sur le tard. A commencé avec les Ducks, a été échangé par la suite aux Golden Knights lors du repêchage d'expansion. Pour moi, Theodore est un excellent défenseur. On en parlait même au début de l'année, comme si les joueurs de la Ligue nationale avaient été aux Jeux olympiques comme un joueur sûr pour Équipe Canada. Bon dans les deux sens de la patinoire, bonne première passe, bon patineur, peut jouer sur l'avantage numérique. Il produit offensivement quand même à un certain point. Donc,
pour moi, c'était mon choix au 5e rang, mais évidemment, il est arrivé un peu plus tard, donc a joué peut-être un peu moins de rencontres que d'autres joueurs du même classement, mais ça reste quand même qui est parmi les défenseurs les plus impressionnants, je trouve, de ce repêchage-là. Donc, deuxième choix, cette fois-ci, on va commencer avec toi, Pierre-Carl. Donc, si on regarde, en fait, tu es allé avec Seth Jones. On est 3 à avoir fait ce choix-là. Donc, explique un peu ta décision. C'est le meilleur défenseur, en fait, de ce repêchage-là que je trouve, en fait, autant offensivement que défensivement. Il rend de fiers services à son équipe. Il a le physique. Il patine assez bien également. Puis, cette année, il a quand même 45 points. Donc, c'est un joueur de 45 pour faire 50 points par année. Peut-être moins de buts, mais puis c'est plus et moins. Ça ne va pas si bien que ça depuis 2 saisons. Mais si on regarde les équipes aussi avec lesquelles il est, c'est difficile de rester dans les plus, là, évidemment. Mais un défenseur de ce gabarit-là, avec ses qualités athlétiques, c'est rare que ça ne sortira pas dans un top 5 d'un repêchage. Il y a tout le temps un défenseur qui est repêché dans le top 5. Puis moi, cette année en 2013, c'est lui, Seth Jones, que je voyais au 4e rang. Puis la Nashville avait beaucoup de ressources, là, beaucoup de profondeur, en défensive. Donc, puis rendu au 4e rang, il ne pouvait pas passer à côté de Seth Jones. Donc, ils l'ont pris, finalement, on l'a échangé, mais c'était un très bon choix au 4e rang. Luc, peut-être si tu veux rajouter par rapport à au 4e rang de Seth Jones. Sincèrement, Jones, je l'aurais mis au 3e rang, mais le fait qu'il ait déjà changé de 2 formations, qu'il est passé de Nashville à Columbus et qu'il soit rendu à Chicago et qu'il ait demandé de jouer avec son frère, c'est une des raisons pourquoi il a baissé d'un rang. Je pense qu'au niveau junior ou au niveau amateur, c'était lui clairement dans les défenseurs qui était le plus près de la Ligue nationale de hockey à 18 ans. Il est performant, ça, il n'y a aucun doute. Un bon tir frappé, je veux dire, c'est vraiment un défenseur qui... C'est pas un défenseur hyper offensif, mais c'est un défenseur qui va être capable d'aller chercher son 35-40 points par saison, mettons. Ça, c'est une chose qui est sûre, mais comme je dis, il y a peut-être certains éléments hors glace au niveau de l'attitude qui paraissent peut-être pas nécessairement sur la glace, mais dans l'extérieur, dans un vestiaire, c'est peut-être des petites choses qui font comme, désolé, il faut que je t'abaisse un rang. Ben, je dirais, c'est un peu le même raisonnement que j'ai eu que toi, en fait. Donc, je ne veux pas non plus trop en parler parce que vous êtes déjà 2 à l'avoir choisi. Mais effectivement, le fait qu'il change de formation et que si on veut des demandes un peu de diva, de joueur qui peut faire ce qu'il veut, j'apprécie un peu moins pour l'environnement dans le vestiaire. Mais aussi, depuis le début de la saison, puis encore là, il est quand même tôt pour juger, surtout avec la saison que les Blackhawks ont connue. Mais je le trouve moins impressionnant depuis qu'il n'est plus avec Zach Werenski à Columbus. Donc, est-ce qu'un joueur faisait l'autre meilleur? Les deux devaient bien se complémenter, mais tout de même, j'ai l'impression peut-être qu'on le surévaluait légèrement en raison justement de la bonne prestance des 2 joueurs. De ton côté, Julien, tu es allé avec Elias Lindholm, en fait, pour ton 4e rang. Ouais, je l'ai mis devant Boervat parce que avant, quand il était en Caroline, il jouait plus à l'aile. Puis quand il est arrivé à Calgary, ils ont commencé à le faire jouer au centre, puis c'est là qu'il est devenu vraiment bon, mais pas juste bon, il est devenu excellent. Ça a toujours été le meilleur de son équipe sur 200 pieds à Calgary. Ça a été toujours un des meilleurs d'un plus-moins, même dans les saisons plus difficiles. C'est lui quand même qui avait les meilleurs ou les moins pires résultats, si on peut dire. Donc, il est rapide, il est bon dans les mises en jeu. Honnêtement, il fait tout bien. Puis oui, bon, ça a été peut-être un peu plus tard, là, comme Pierre-Carl a dit, justement, Caroline, il était peut-être pas à sa chaise, mais justement, il était peut-être pas à sa position naturelle non plus. Puis depuis qu'il était avec Calgary, il est juste dominant. Là. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis 4e. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'il a un excellent coup de patin, là, comparativement à Boervat, que c'est sa faiblesse, même si le reste est parfait. Là. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je l'ai mis 4e. J'ai hésité aussi. Seth Jones, vous allez voir, là, je l'ai mis 3e. Oui, ben, justement, on arrive au 3e choix. C'est là que ça devient intéressant parce que, évidemment, Jonathan Drouin n'est pas dans aucun de nos top 5, sans surprise avec la suite qu'on a connue. Mais allons voir justement le 3e choix de chacun. Donc, moi et Luc, en fait, on s'entend bien ce soir encore et un même choix, Elias Lindholm. Donc, je sais que les 2 gars en ont parlé déjà, Luc, mais si tu veux peut-être expliquer un peu pourquoi toi tu le mets un petit peu plus haut là, dans ton classement. Un ailier est toujours plus facile de développer qu'un joueur de centre de bien développer. Et à partir de ce moment-là, lorsque vous avez un joueur de centre qui est bon,
au cercle de mise en jeu, qui est capable d'aller chercher sa part de points, tout en ne sacrifiant pas trop, je dis pas trop, l'aspect défensif du jeu. À ce moment-là, ce sont des éléments très importants pour moi. Donc, je mets Elias Lindholm là-dessus et je pense que peut-être, contrairement à certains joueurs de centre, ça va prendre un peu plus de temps, mais quand tu arrives à un niveau de maturité, tu es capable d'être vraiment performant. Et en plus, là, cette saison, tu sais, quand tu es rendu à plus 49 puis il te reste encore 15 matchs à jouer, là, je pense que c'est du tout. Ben, en fait, je vous relance avec ça pour pas moi non plus parler de Lindholm, mais en fait, quand on regarde justement la formation de Calgary, on parle beaucoup de ses alliés avec qui il joue. Il peut jouer avec Gaudreau, avec Tkachuk, mais est-ce qu'on sous-estime la part de Lindholm parce que ça reste un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale en termes à sa position et présentement les Flames font partie de l'élite, donc est-ce que Lindholm est encore un joueur très sous-estimé dans la Ligue? Ah, totalement. L'année passée, les Nombres ne jouaient pas avec ces deux-là. Ou pas toute la, pas toute la saison. Gaudreau, il n'était pas là. Même Gaudreau, il a joué un peu plus ça à 3 maintenant avec Monahan. Moi, je pense que ce qui fait qu'ils sont aussi bons que ça, c'est le centre, honnêtement. L'importance du centre, on le sait. Puis l'élan de Mangiapane aussi l'année passée, c'était grâce à Lindholm. Donc, à chaque fois qu'on a mis des joueurs avec lui, ils ont été excellents. C'est là qu'ils ont pris leur élan. Donc, Lindholm, moi, je pense qu'il est vraiment sous-estimé, honnêtement. En plus, il y a tellement un bon contrat là, qui se termine dans bientôt, mais qui a été signé quand même. Maintenant, aujourd'hui, c'est à rabais. Donc, on peut dire que les Hurricanes doivent regretter un peu cette transaction-là maintenant. Quoi qu'on est bien nantis du côté de la Caroline aussi. On a beaucoup de joueurs de centre, des joueurs de centre signés à très long terme aussi. Donc, mais faites-en pas, Nicolas, ils ont expliqué que Kotkaniemi va prendre la relève. Exactement. Pierre-Carl, de ton côté, en fait, ton troisième choix quand même intéressant, Jack Gensel, en fait, j'ai longtemps hésité à le prendre. Je ne l'ai pas choisi de mon côté. Toi, tu l'as mis quand même assez haut au troisième rang. Oui, des marqueurs de but dans la Ligue nationale, quand on arrive au repêchage, c'est quand même difficile à trouver. Là, marqueur qui marque au-dessus de 30 buts par année. Lui, il est 6e en fait au total pour les buts dans ce repêchage-là. Puis, il y a une saison de 40 buts. Puis, cette année, il est présentement à 31. Donc, je pense qu'il va être capable d'atteindre 40 buts de nouveau cette année. C'est sûr qu'il joue avec de très bons compagnons de trio. Mais s'il avait été repêché au troisième rang, il s'en allait avec les Lightning de Tampa Bay. Donc, une autre bonne équipe qui est bien nantie avec Braden Point. Mais c'est aussi un gagnant de la Coupe Stanley, donc je l'ai mis aussi au troisième rang. Puis je regarde sa production aussi. C'est pas un attaquant qui va chercher la majorité de ses points en avantage numérique. C'est un joueur qui est à 5 contre 5, qui est vraiment utile. Puis j'avais vu une statistique, là, je ne l'ai pas trouvée pour aujourd'hui même, là, mais quand il était proche de la mi-saison, il avait 14 buts à 5 contre 5, puis il était à égalité au premier rang dans la Ligue nationale. Là, aujourd'hui, je n'ai pas trouvé la statistique, là, mais donc ça démontre que c'est un joueur qui est très bon à 5 contre 5. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui vont chercher la position en avantage numérique. Mais lui, il est bon également à 5 contre 5. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis là, qui était quand même sorti en troisième ronde. Mais moi, je le vois un joueur dans le top 5. Là, ouais. Pour enchérir, quand Crosby et Malkin étaient blessés, quand même continuer à produire. Et voilà, exactement. Et moi, je rajouterais le point suivant. Les Pingouins sont très forts pour sacrifier des choix de premier tour et très bien repêcher au deuxième et troisième tour. Et surtout, de bien développer des jeunes. Et la raison pour laquelle j'ai hésité à mettre Gensel dans le top 5, ça, faut pas que tu sois talentueux pour jouer avec un gars comme Crosby. Oui, c'est pas juste à cause de Crosby qui connaît ses saisons, mais ça te prend une vision de jeu qui est impeccable pour jouer avec Crosby parce qu'il y a un style de jeu bien précis. Il faut savoir exact. Crosby veut les joueurs soient parfaitement placés sur la patinoire. Puis tu vas l'avoir la rondelle, mais il faut que tu sois placé à la bonne place. C'est pas tout le monde qui est capable de jouer avec Crosby. Puis Gensel est un des rares joueurs, Pascal Dupuis, qui est vraiment capable de jouer avec Crosby. Ben, tu vois, c'est le nom que j'allais mentionner parce qu'effectivement, ça n'a jamais été non plus des vedettes avec Crosby. Il y a eu Chris Kunitz aussi qui a bien fait dans le temps. Donc, c'est des joueurs précis avec un profil précis. Et voilà, c'est pas une super vedette, mais c'est un travaillant puis qui se comprend sur la glace. Ton côté, Julien, Seth Jones au troisième rang. Ouais, pour vrai, j'ai aimé vos arguments, honnêtement. Oui, effectivement, il a changé d'équipe. Ça reste quand même que c'était un des préférés à Tortorella, puis il me semble que si c'était un des préférés à Tortorella, tu dois quand même pas avoir une si mauvaise attitude que ça.
c'est un cheval. Là, je me souviens, au Blue Jackets, il jouait 28, 29 minutes, 30, 32 minutes là, quand c'était des prolongations. C'est sûr il y a le que. record en un match, si je ne me trompe pas aussi. Oh, ouais, non, c'est une machine. Il fait tout. Il patine, il est gros. Bon, il a un gros tir de la pointe. Ça s'est pas passé comme il aurait peut-être espéré à Chicago. Premièrement, l'équipe au complet, ça s'est mal passé globalement. Deuxièmement, il s'est rendu compte qu'il jouait pas avec Werenski, ça c'est clair. Du McCabe, du Dehan, du n'importe quoi, fouille-moi, Gustafsson, aïe, ça fait mal, là. On est loin de Werenski. Fait que c'est sûr qu'il était peut-être un peu tout seul, peut-être qu'il essayait de trop en faire pour honorer son gros contrat. Je sais pas. Je pense que ça va prendre quand même un plus gros échantillon là, avec son nouveau contrat pour se faire une tête sur sa valeur, ou du moins plus de saisons sans Werenski pour se faire une tête, mais n'empêche que à part cette année, honnêtement, pas grand-chose à reprocher à ce gars-là. Puis je sais qu'il y a eu comme mentor chez Weber. Puis dans le cas de l'échange avec Johansson, c'est une transaction hockey. Je pense pas que c'était en lien avec son attitude. Puis dans le cas de Columbus, ben, il voulait juste pas signer à Columbus, ce que je comprends totalement. Comme tout le monde. Donc, je pense pas que ça soit nécessairement à cause de son attitude. Mais voilà. Donc, ouais, je l'ai mis troisième. C'est un défenseur là, vraiment à complet, très 2022. Puis, c'est le meilleur défenseur, comme vous avez dit, du draft. Il n'y a aucun doute. Mm-hmm. Pour les deux derniers tableaux, en fait, on va passer directement aux choix finaux parce qu'évidemment, notre 1-2 est très similaire. Ben, en fait, on a les mêmes choix, mais peut-être inversés parfois. En fait, il y a seulement toi, Julien, qui a mis Alexander Barkov au premier rang. Ce que je peux comprendre quand même, mais peut-être nous expliquer, en fait, pourquoi tu le fais passer devant Nathan MacKinnon. Ben, c'est que je me mets à la place d'un coach, puis dans des situations critiques ou des situations de désavantage numérique, j'aime mieux avoir Barkov. Mais je peux le mettre quand même en avantage numérique, en 5 contre 5. Barkov est juste plus complet que McKinnon. McKinnon a un meilleur patin, est plus spectaculaire. Je pense que c'est plus un game breaker, Nate, qu'Alexander. Mais je pense que globalement, Alexander, il est meilleur dans les mises en jeu, il est plus physique, il est meilleur des avantages numériques. Je me mets un coach. Si tu as le choix entre les deux pour un 4-7 en série, je suis convaincu que n'importe quel coach va te dire Barkov. Et il y a un signe aussi, ce que Nathan MacKinnon n'a pas. Puis c'est pas pour rien qu'il n'y en a pas un. C'est un bon joueur, il a son style de leadership, mais il n'y a pas tous les styles de leadership. Puis c'est pas lui qui nécessairement traîne l'équipe, mais c'est un excellent joueur de hockey. Luc, tu ne sembles pas d'accord avec les affirmations de Julien. En fait, oui et non, ça se défend. Ça dépend tout le temps de quelle façon tu construis ton équipe. Est-ce que Barkov, justement, on parlait, est-ce que Lindholm est sous-estimé? Si, mettons, je place mon ordre de trio, peut-être j'aimerais mieux avoir Lindholm sur mon deuxième et MacKinnon sur mon premier. Moi, personnellement, MacKinnon, son éthique de travail est tout simplement irréprochable, a été performant dès son entrée dans la ligue, ce qui est peut-être moins le cas de Barkov. Est-ce qu'il était moins entouré que MacKinnon? On pourrait en débattre longtemps, mais moi, j'y vais avec MacKinnon, performance brute. Je pense qu'il a accepté également peut-être un peu moins d'argent aussi pour essayer de favoriser un peu Joe Sakic. Je ne dis pas qu'il a sacrifié 3 millions par année, là, c'est loin de ça, mais mettons un petit 300 000 qui peut faire la différence quand on arrive à la date limite des transactions ou encore pour la signature de d'autres joueurs. Moi, je pense que MacKinnon a vraiment une éthique de travail irréprochable et tout le monde était d'accord là-dessus. Après l'élimination de l'Avalanche du Colorado, c'est le gars qui travaille le plus dans cette équipe-là. Donc, ça a été l'élément pourquoi j'ai passé MacKinnon premier au total, Barkov deuxième, mais on peut-tu mettre un A puis un B, s'il vous plaît, à place de 2? Oui, c'est à peu près ça, parce qu'un choix ou l'autre était un excellent choix. De ton côté, Pierre-Carl, c'est ça, toi aussi, tu as choisi MacKinnon. Oui, ben c'est deux bons choix, là, c'est ça. C'est sûr que c'est vraiment difficile, puis les deux se débattent très bien. J'ai mis MacKinnon premier rang à cause de sa production. Il est premier pour les buts, pour les passes, puis pour les points de l'encan de 2013. Comme Barkov, c'est un joueur de franchise qui peut faire jusqu'à 100 points par année. MacKinnon, offensivement, est très bon aussi.
Seule chose, c'est qu'il a été blessé un peu dernièrement. Là. Il doit juste demeurer en santé, mais je pense qu'il peut. On va le voir en série cette année. Je pense qu'on va voir pourquoi il a été choisi numéro 1. Je pense qu'il va quand même soulever son équipe puis avoir un très gros impact. Puis à 6,3 millions pour cette année et l'année prochaine, c'est une aubaine pour Nathan MacKinnon. Barkov aussi est à un aubaine, je pense à tout près 6 millions cette année, mais là, l'année prochaine, c'est un gros contrat. Mais Barkov, des centres de ce gabarit-là aussi, c'est 3 au-dessus de 215 livres qui est responsable défensivement comme lui. C'est dur aussi à trouver, donc c'est vraiment difficile. Puis juste une autre parenthèse, un autre argument que j'avais oublié, mais il y a moins de la moitié de minutes de pénalité, Barkov. Se met moins dans le trouble. Puis, tu sais, MacKinnon aussi, j'ai déjà vu perdre son sang-froid quand même plus facilement que Barkov. C'est ça. Je serais curieux, il y a des statistiques avancées que j'aimerais avoir, là, que je suis convaincu que Barkov supplante totalement MacKinnon. Mais MacKinnon, c'est vrai que c'est MacKinnon. C'est un gros joueur, c'est une super vedette. Il n'y a aucun doute. Les deux, c'est super vedettes, en fait. En fait, moi, de mon côté, ce qui me faisait pencher pour MacKinnon, parce que l'aspect sur glace, on le sait, les deux, c'est des excellents joueurs. Puis peut-être même, comme tu dis, Julien, que Barkov, en termes de joueur, est pas encore plus complet que MacKinnon. Mais pour les intangibles du hors à l'extérieur de la patinoire, pour la mentalité de vouloir gagner, le désir de gagner, de rallier son équipe justement derrière lui, de faire en sorte que tout le monde se défonce. J'ai l'impression que MacKinnon a plus ça en lui que Barkov, a plus, si on veut, ce désir de vaincre-là. Et c'est ce qui fait peut-être que dans les grands moments, dans les moments importants, se lève plus et, selon moi, serait encore meilleur que Barkov dans ces moments-là. Donc, c'est ce qui explique mon choix. Mais comme on le dit, c'est vraiment un ou l'autre. Je pense que l'Avalanche et les Panthers auraient été contents d'avoir un ou l'autre dans leur formation. Là. Ben, ils ont eu ce qu'ils ont eu, finalement. Exactement. Donc, c'est ce qui va conclure, en fait, ce repêchage de 2013. Donc, on le voit que ça a quand même été des bons choix pour la plupart des équipes, sauf le Lightning, mais on s'en est tiré en transférant ce joueur-là. Donc, pour l'ensemble des autres équipes, en fait, c'était quand même des choix assez précis.